Le Sud est, s'il faut en croire la légende littéraire, une aventure vécue par l'auteur lui-même. Borges se serait mis à écrire des histoires fantastiques après avoir subi une expérience identique à celle qu'il fait éprouver à son héros. Comme lui, il aurait reçu une blessure à la tête, causée par l'arête vive d'un volet violemment heurté. Ce traumatisme initial est la cause d'une véritable distorsion temporelle. Plongé dans la fièvre, puis le coma, le héros est dépossédé de son identité. Il se réveille à mi-chemin de la vie et de la mort, poignardé de douleurs fulgurantes qui lui laissent espérer l'entrée au néant comme un soulagement. Et cette mort, il la vit par 2 fois. Le texte semble affirmer que le blessé a échappé à la mort pour mieux accepter sa seconde mort, qui est une répétition voulue de la disparition brutale de son ancêtre. Le personnage refuse donc de se laisser mourir fortuitement pour mourir gratuitement, selon un schéma qu'il a accepté et choisi. Qui est-il d'ailleurs ce personnage? Juan d'Allmann, écho de son ancêtre allemand Johannes d'Allmann, par la grâce de son prénom, ou Francisco Flores? Le personnage se multiplie par un jeu de miroir, comme se multiplie et se divise son aventure. La mort qui est rapportée par le récit offre une triple image. C'est celle de l'ancêtre, dans le sud de l'Argentine, mort modèle sur laquelle se calque la seconde mort de Juan d'Allmann, affirmée et acceptée après qu'aura été niée et refusée la première mort du même homme à Buenos Aires. Les faits sont troublants par leur similitude, leur répétition et même leur coïncidence. Ainsi, le problème de ce texte fantastique est un problème de représentation. Ce qui est unique, la mort d'un être, souffre ici des variantes. La fiction connaît une distorsion, comme si elle se reflétait dans un miroir déformant. Le temps présente une courbure, une boucle, comme le dirait la science-fiction, et revient sur lui-même. Dans ce texte rétrospectif, vécu et écrit au passé, la dernière ligne est écrite au présent et fonde donc un éternel recommencement du récit. La fiction se dédouble et se fait retour au même. Cette infraction dans l'ordre de l'histoire est la dislocation d'une structure littéraire. Ainsi, le texte fantastique tente-t-il de saisir ce qui est insaisissable, de réaliser ce qui est impossible, l'appel à l'existence, la nomination de l'improbable. L'homme qui débarqua à Buenos Aires en 1871 s'appelait Johannes d'Allmann. Il était pasteur de l'église évangélique. En 1939, un de ses petits-fils, Juan d'Allmann, était secrétaire d'une bibliothèque municipale, 6 rue Cordoba, et se sentait profondément argentin. Son grand-père maternel avait été ce Francisco Flores, du 2e d'infanterie de ligne, qui mourut sur la frontière de la province de Buenos Aires, percé par les lances des Indiens de Catriel. De ces 2 lignages discordants, Juan d'Allmann, poussé peut-être par son sang germanique, choisit celui de cet ancêtre romantique, ou de trépas romantique. Un cadre avec le daguerréotype d'un homme au visage inexpressif et barbu, une vieille épée, la grâce et le courage de certains refrains, l'habitude des strophes de Martín Fierro, les années, l'indifférence et la solitude développèrent en lui un créolisme un tantinet volontaire, mais nullement ostentatoire. Au prix de quelques privations, d'Allmann avait pu sauver la maison et un lopin de terre d'une estancia du sud, qui fut celle des Flores. Une des habitudes de sa mémoire était l'image des eucalyptus embaumés et de la longue demeure rose, qui autrefois fut cramoisie. Son travail et peut-être sa paresse le retenaient à la ville. Été après été, il se contentait de l'idée abstraite de la possession et de la certitude que sa maison l'attendait dans un endroit précis de la plaine. Dans les derniers jours de février 1939, quelque chose lui arriva. Aveugle pour les fautes, le destin peut être implacable pour les moindres distractions. D'Allmann avait acquis ce soir-là un exemplaire incomplet des 1001 nuits de veille. Impatient d'examiner sa trouvaille, il n'attendit pas que l'ascenseur descende et monta avec précipitation les escaliers. Quelque chose dans l'obscurité lui effleura le front. Une chauve-souris, un oiseau. Sur le visage de la femme qui lui ouvrit la porte, il vit se peindre l'horreur et la main qu'il passa sur son front devint rouge de sang.
l'arête d'un volet récemment peint que quelqu'un avait oublié de fermer, lui avait fait cette blessure. Dalman réussit à dormir, mais à l'aube, il était réveillé et dès lors, la saveur de toute chose lui devint atroce. La fièvre le ravagea et les illustrations des 1001 nuits servirent à illustrer ses cauchemars. Amis et parents le visitaient et lui répétaient avec un sourire exagéré qu'ils le trouvaient très bien. Dalman les entendait dans une sorte d'engourdissement sans force et s'émerveillait de les voir ignorer qu'il était en enfer. 8 jours passèrent, aussi long que 8 siècles. Un soir, le médecin habituel se présenta avec un médecin nouveau et les deux le conduisirent à une clinique de la rue Équador, car il était indispensable de le radiographier. Dalman, dans le taxi qui les amenait, pensa que, dans une chambre qui ne serait pas la sienne, il pourrait enfin dormir. Il se sentait heureux et communicatif. Quand il arriva, on le dévêtit, on lui rasa le crâne, on l'attacha sur une civière, on l'éclaira jusqu'à l'aveuglement, jusqu'au vertige, on le sculpta, et un homme masqué lui enfonça une aiguille dans le bras. Il se réveilla avec des nausées et des pansements, dans une cellule qui ressemblait un peu à un puits. Durant les jours et les nuits qui suivirent l'opération, il put comprendre qu'il n'avait guère été jusqu'alors que dans la banlieue de l'enfer. La glace ne laissait dans sa bouche aucune trace de fraîcheur. Dalman s'abomina minutieusement. Il abomina son identité, les nécessités de son corps, son humiliation, la barbe qui lui hérissait le visage. Il supporta stoïquement les traitements qui étaient très douloureux. Quand le chirurgien lui dit qu'il avait été sur le point de mourir d'une septicémie, Dalman se mit à pleurer, ému de son propre destin. Les douleurs physiques et l'incessante prévision de mauvaises nuits ne lui avaient pas permis de penser à quelque chose d'aussi abstrait que la mort. Un autre jour, le chirurgien lui dit qu'il allait mieux et que très vite il pourrait se rendre en convalescence dans son estancia. Incroyablement, le jour promis arriva. La réalité aime les symétries et les légers anachronismes. Dalman était venu à la clinique en taxi, et un taxi l'amenait maintenant à la gare. La première fraîcheur de l'automne après l'oppression de l'été était comme si la nature lui offrait un symbole de sa vie rachetée de la mort et de la fièvre. La ville, à 7 heures du matin, n'avait pas perdu cet air de vieille maison que lui donne la nuit. Les rues étaient comme de grands vestibules, les places comme des cours. Dalman les reconnaissait avec bonheur et avec un début de vertige. Quelques secondes avant que ses yeux ne les perçoivent, il se souvenait des coins de rue, des panneaux d'affichage, des modestes particularités de Buenos Aires. Dans la lumière dorée du nouveau jour, toute chose lui était restituée. Personne n'ignore que le sud commence de l'autre côté de la rue Rivadavia. Dalman avait coutume de répéter qu'il ne s'agit pas là d'une convention et que celui qui traverse cette rue entre dans un monde plus ancien et plus ferme. De la voiture, il cherchait parmi les constructions nouvelles la fenêtre grillée, le heurtoir, la porte voûtée, le vestibule, l'intime patio. Dans le hall de la gare, il s'aperçut qu'il était en avance d'une demi-heure. Il se souvint brusquement que dans le café de la rue Brasil, tout près de la maison d'Irigoyen, il y avait un énorme chat qui, telle une divinité dédaigneuse, se laissait caresser par les clients. Il entra. Le chat était là, endormi. Dalman demanda une tasse de café, la sucra lentement, la goûta. Dans la clinique, ce plaisir lui avait été interdit. Et il pensa, pendant qu'il lissait le noir pelage, que ce contact était illusoire et que le chat et lui étaient comme séparés par une plaque de verre, parce que l'homme vit dans le temps, dans la succession, et le magique animal dans l'actuel, dans l'éternité de l'instant. Le train attendait au long de l'avant-dernier quai.
Dallman parcourut les wagons et en trouva un qui était presque vide. Il mit sa valise dans le filet. Quand les voitures démarrèrent, il l'ouvrit et en tira, après quelques hésitations, le premier tome des 1001 nuits. Voyager avec ce livre aussi étroitement lié à l'histoire de son malheur était une affirmation que ce malheur était maintenant annulé, et un défi joyeux et secret aux forces maintenant désappointées du mal. Des deux côtés du train, la cité se diluait en faubourg. Cette vision, puis celle de jardins et de villas, retardèrent le début de sa lecture. La vérité est que Dallman lut peu. La montagne de pierre d'aimant et le génie qui jura de tuer son bienfaiteur étaient assurément merveilleux, mais pas beaucoup plus que la lumière du matin et le simple fait d'exister. Le bonheur le distrayait de Scheherazade et de ses miracles superflus. Dallman ferma le livre et se laissa tout bonnement vivre. Le déjeuner, avec le bouillon servi dans des bols de métal brillant, comme au jour déjà lointain de ses vacances enfantines, fut un autre plaisir, calme et bienvenu. Demain, je m'éveillerai à l'Estancia, pensa-t-il. Et c'était comme si deux hommes existaient en même temps. Celui qui voyageait dans un jour d'automne et dans la géographie de son pays, et un autre, enfermé dans une clinique et soumis à de méthodiques servitudes. Il vit des maisons de briques sans crépi, longues et construites en équerre, regardant indéfiniment passer les trains. Il vit des cavaliers dans les chemins poussiéreux. Il vit des fossés, des mares et du bétail. Il vit de grands nuages lumineux qu'on aurait dit en marbre. Et toutes ces choses lui paraissaient fortuites, comme autant de rêves de la plaine. Il crut aussi reconnaître des arbres et des cultures qu'il n'aurait pas pu nommer, car son expérience concrète de la campagne était fort inférieure à la connaissance nostalgique et littéraire qu'il en avait. Il finit par dormir, et la lancée du train hantait ses rêves. Déjà le soleil blanc et intolérable de midi était le soleil jaune qui précède le crépuscule, et il n'allait pas tarder à devenir rouge. Le wagon lui aussi avait changé. Ce n'était plus celui qui avait quitté le quai de la gare de Buenos Aires. La plaine et les heures l'avaient traversé et métamorphosé. Dehors, l'ombre mobile du wagon s'allongeait jusqu'à l'horizon. Ni village, ni autres manifestations humaines ne troublaient le sol élémentaire. Tout était vaste, mais en même temps intime, en quelque manière secret. Dans la campagne immense, il n'y avait parfois rien d'autre qu'un taureau. La solitude était parfaite, peut-être hostile. Dallman put supposer qu'il ne voyageait pas seulement vers le sud, mais aussi vers le passé. Un contrôleur le tira de cette conjecture fantastique. En regardant son billet, il l'avertit que le train ne le déposerait pas à la station habituelle, mais à une autre, située un peu avant et à peu près inconnue de Dallman. L'homme ajouta une explication que Dallman n'essaya pas de comprendre ni même d'écouter parce que le mécanisme des événements ne l'intéressait pas. Le train s'arrêta, laborieusement, presque en pleine campagne. De l'autre côté de la voie se trouvait la gare, qui ne consistait guère qu'en un quai et un appentis. Il n'y avait là aucune voiture, mais le chef de la station fut d'avis que le voyageur pourrait peut-être en louer une dans la boutique qu'il lui indiqua, à 1000 ou 1200 mètres de là. Dallman accepta cette promenade forcée comme une petite aventure. Déjà le soleil s'était couché, mais une dernière clarté exaltait la plaine vive et silencieuse que la nuit allait effacer. Moins pour éviter la fatigue que pour faire durer le trajet, Dallman marchait lentement, respirant avec un plaisir solennel l'odeur du trèfle. La boutique avait été une fois rouge vif, mais les années avaient heureusement tempéré cette couleur violente. Quelque chose dans sa pauvre architecture rappela aux voyageurs une gravure sur acier, peut-être d'une vieille édition de Paul et Virginie.
Plusieurs chevaux étaient attachés à la palissade. Dalman, une fois entré, crut reconnaître le patron. Il s'aperçut ensuite qu'il avait été abusé par la ressemblance de l'homme avec un des employés de la clinique. Le patron, informé de l'affaire, lui dit qu'il ferait atteler la carriole. Pour ajouter un fait nouveau à la journée et pour passer le temps, Dalman résolut de dîner dans la boutique. D'une voix inquiète. « Monsieur Dalman, ne faites pas attention à ces types. Ils sont un peu éméchés. » Dalman ne s'étonna pas que l'autre maintenant le connût. Mais il sentit que ces paroles apaisantes aggravaient en fait la situation. Auparavant, la provocation du trio était dirigée à un visage de hasard, pour ainsi dire à personne. Désormais, elle s'adressait à lui, à son nom. Les voisins l'apprendraient. Dalman écarta le patron, fit face aux rieurs et leur demanda ce qu'ils voulaient. Le voyou au trait indien se leva, titubant. À un pas de Juan Dalman, il l'injuria à grands cris, comme s'il se trouvait très loin. Il jouait à exagérer son ébriété, et son exagération était un outrage, une moquerie. Tout en se répandant en jurons et en obscénités, il lança en l'air un long couteau, le suivit des yeux, le rattrapa et invita Dalman à se battre. Le patron objecta avec une voix tremblante que Dalman était sans armes. À ce moment, quelque chose d'imprévisible se produisit. De son coin, le vieux gaucho extatique en qui Dalman voyait un symbole du Sud, de ce Sud qui était le sien, lui lança un poignard, la lame nue, qui vint tomber à ses pieds. C'était comme si le Sud avait décidé que Dalman accepterait le duel. Dalman se baissa pour ramasser le poignard et comprit deux choses. La première, que, par cet acte presque instinctif, il s'engageait à combattre.
La seconde, que l'arme dans sa main maladroite ne servirait pas à le défendre, mais à justifier qu'on le tue. Il lui était arrivé comme à tout le monde de jouer avec un poignard, mais sa science de l'escrime se bornait au fait qu'il savait que les coups devaient être portés de bas en haut et le tranchant vers l'extérieur. À la clinique, on n'aurait pas permis que de pareilles choses m'arrivent, pensa-t-il. Sortons. Ils sortirent. Et si en Dallmann il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait pas non plus de peur. Il sentit en passant le seuil que mourir dans un duel au couteau, à ciel ouvert, et en attaquant de son côté son adversaire, aurait été une libération pour lui, une félicité et une fête, la première nuit dans la clinique, quand on lui enfonça l'aiguille. Il sentit que, si alors il eût pu choisir ou rêver sa mort, celle-ci était la mort qu'il aurait choisie ou rêvée. Dallmann empoigne avec fermeté le couteau qu'il ne saura sans doute pas manier et sort dans la plaine.